Bonjour à tous, Dema Donol, bienvenue à Kervreis. Kervreis est une association brésonne et non pas bretonne. Kervreis a pour but de recréer Breizh pour remplacer Bretagne française, la province, la provincu Breizh étant une région de Regnum, royaume, région d'Europe. Kervreis a pour but de non pas être une simple association culturelle, mais de s'inscrire dans la création d'une nouvelle civilisation française européenne. Kervreis, depuis 1938, depuis sa création par le fédéraliste Yann Fouéré, défend une république fédérale française dans une Europe fédérale des régions. Kervreis est donc ouverte à tous les politiques français, de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui pourraient être intéressés par la création d'une République fédérale française. Pour rentrer dans l'histoire en finissant avec le système centraliste jacobin, qui est un système à tuer les peuples et qui a détruit la France. Le fédéralisme ne consiste pas uniquement à fédérer les peuples différents vers le même idéal transcendant, mais aussi les hommes et les femmes d'opinions différentes vers le même idéal, enracinés dans leur capital historique afin de produire, de créer une nouvelle civilisation en Europe, ce qui est schématisé sur notre site par la pyramide culturelle qui mène du centre vers l'extrême centre transcendant. Aujourd'hui, notre troisième vidéo sur le féminisme, où l'on parle de la tradition indo-européenne, du cosmos, de la dimension sacrée du couple et des polarités. Si l'on revient aux Européens, on pourrait sans doute trouver, je pense que vous n'allez pas me contredire sur ce point, une solution dans le recours à la tradition indo-européenne, où chacun avait sa place et une place était pour chacun. Oui, on dira que le recours à la tradition indo-européenne très ancienne est un retour en arrière. Mais ce petit retour en arrière est aussi un bond en avant parce que pour nous, l'histoire est cyclique et non pas linéaire comme dans le christianisme. Et l'histoire cyclique veut dire que le point de retour peut être rejoint par le point de recours à la tradition en arrière et est donc futuriste. C'est pour ça que, comme le dit Guillaume Fay, on peut parler d'archéofuturisme en cette fin de modernité qui discrédite la vision chrétienne linéaire de l'histoire avec un début et une fin, un paradis originel et une fin en Jérusalem céleste descendu sur terre avec le retour du Christ en gloire après les douleurs de la vallée de larmes et les accouchements dans la douleur. La solution, le recours face à la destruction de la société, du puritanisme, la société chrétienne du puritanisme américain, qui nous arrive de plein fouet maintenant avec le néo-puritanisme du féminisme, de l'égalitarisme absolu, qui permet d'uniformiser tout le monde, les sexes, et les peuples, les races et la planète entière.
le recours, c'est peut-être effectivement la tradition indo-européenne qui, comme l'a démontré le grand linguiste savant Georges Dumézil, c'est la société tripartite. Hein, c'est-à-dire organisée autour des travailleurs, des guerriers et des prêtres. Hein, les trois étant complémentaires, ces trois fonctions. Hein, en latin, on disait les oratores pour les prêtres, les bellatores pour les guerriers et les laboratores pour les ouvriers paysans. Les guerriers protégeant les paysans, les ouvriers et les prêtres s'occupant de sauver l'âme des uns et des autres dans leur travail. Et dans cette organisation tripartite des trois fonctions, les hommes et les femmes avaient les mêmes possibilités de se réaliser. Pouvez-vous nous parler du rôle des femmes dans la société traditionnelle de type indo-européen? Ce qu'on peut voir, c'est que dans l'étude de la tradition indo-européenne, il y a un phénomène bien connu, c'est que certaines femmes de la paysannerie, de la classe de la fonction plutôt des laboratores, peuvent devenir des guerrières dans la fonction des bellatores, comme les Amazones ou les Valkyries, etc. C'est bien connu. Et même, elles peuvent devenir aussi, certaines d'entre elles, des grandes prêtresses, des druides, des béléguèses en breton. C'est même elles qui sont chargées de la formation des guerriers pour qu'ils deviennent des chevaliers dans la hiérarchie guerrière de la société celtique ancienne. En Grande-Bretagne, c'est ce qui se passait. Et ainsi, le guerrier devenant chevalier pouvait porter le torque. Elle lui apprenait à combattre, elle lui apprenait à faire l'amour, elle lui apprenait à rédiger des poèmes, etc. Le chevalier devait être un guerrier et un artiste. Ça a été évidemment détruit par l'apport du christianisme, qui est à l'origine de la société marchande, puisque pour la première fois en Europe, le divin devient un objet de commerce. Les hommes, en échange de leur souffrance et de leur martyre et de leur soumission sur terre, peuvent obtenir le paradis que leur accorde un Dieu invisible en dehors du monde. Et ça a été concrétisé, incarné, manifesté, comme on sait, de manière gigantesque sur toute la planète, par le monde unipolaire américain depuis quelques générations. Ce qui entraîne le cosmopolitisme de la société américaine qui s'impose comme modèle partout dans le monde et la destruction des peuples. C'est pour ça qu'on parle d'un système à tuer les peuples par métissage. Depuis la nuit des temps, la séduction et le plaisir des dames de plaire n'a pas dû beaucoup changer. À partir du mois de mai-juin, dans les rues de Paris, quand on voit des jeunes femmes en short avec des jambes magnifiques et un vêtement si court qu'on se demande s'il n'a pas été taillé dans une cravate, à mon avis, c'est pour plaire à qui, pour quoi faire. Donc, est-ce que c'est pas cela l'éternel féminin que devraient revendiquer les féministes si elles sont vraiment féminines? Car moi je suis féministe, j'adore les femmes féminines. Le grand paradoxe et la contradiction, c'est que les féministes souvent ne sont plus féminines et voudraient devenir des hommes. Elles sont peut-être jalouses de la virilité des mâles dominants. Et ce que je trouve dangereux, c'est qu'aujourd'hui, on finit par mettre au même niveau un attouchement ou une drague dans le métro ou dans la rue et un viol. Ça en revient à banaliser le viol. Alors que c'est un crime important.
De la même façon, on estime que les candidates du showbiz pour devenir stars ont été abusées, voire même violées. Alors que moi, j'ai pu constater dans le milieu artistique très souvent que des femmes, des jeunes femmes, étaient prêtes à se livrer à une certaine forme de prostitution pour arriver, hein, comme elles disent. De toute façon, le seul moyen efficace qu'il y aurait à éviter ce genre de comportement, même dans les entreprises, le comportement du chantage à la promotion canapé, ça serait de résorber le chômage et d'en finir avec ce système économique qui provoque le manque d'emploi. Et pour cela, il faudrait évidemment en finir avec le système financier mondialiste qui organise tous ces déboires et ces aléas. C'est l'apport du christianisme, enfin du monothéisme en général, impliquant un Dieu unique pour toute l'humanité, un Dieu unique en dehors du monde. Hein, c'est ça qui a désacralisé la vie sur Terre. Hein, on en voit le résultat maintenant, où tout est considéré comme de la matière. Et non seulement a désacralisé la vie sur Terre, mais aussi uniformisé, puisque tous les hommes sont forcément les mêmes, puisqu'ils ont été créés à l'image d'un Dieu qui est unique. Il n'y a donc plus de diversité formant la richesse de l'humanité. Et donc la fin de l'humanité en ramenant l'humanité à sa nature, à son animalité. Puisque ce qui forme l'humanité, ce sont les cultures, et les cultures sont forcément différentes. Alors, si l'on remet un petit peu la focale sur le christianisme, le christianisme est par essence porteur de l'oppression des femmes, puisque cette religion fonctionne avec un principe unique qui est masculin, et finalement a généré de lui-même cette réaction légitime des femmes contre une oppression symbolique. Le ver était déjà dans le fruit, et le mal était déjà là en puissance, donc en fait, tout en générant une forme de remède, le christianisme continue à perpétuer son mal et son remède à la fois. Est-ce qu'on n'assiste pas finalement à une gigantesque hypocrisie de la part de notre société occidentale? C'est pourquoi aussi Hypatie d'Alexandrie, la grande philosophe païenne, a été assassinée par les chrétiens aussi. Oui, n'oublions pas que dans toutes les traditions indo-européennes, Dieu était femme. On disait Dieu la mère. C'est pour ça que dans le catholicisme romain, qui, comme je disais, est du christianisme paganisé, Dieu la mère est représentée comme Marie. Sauf que là, elle n'est pas vraiment mère, Marie. Et c'est là où le bas blesse. Officiellement, elle est la mère du Fils de Dieu. Oui, mais on a complètement banni l'aspect sexuel. Et là, effectivement, oui, là aussi, le ver, encore une fois, était dans le fruit. Oui, si je puis m'exprimer ainsi avec cette image qui est peut-être trop sexuelle pour les catholiques. Oui, d'où le puritanisme des chrétiens. C'est-à-dire que la femme idéale, c'est la Vierge. Donc... là, tout est dit. C'est l'abolition du sexe comme quelque chose de tabou. Donc on devrait rajouter peut-être pour les femmes, ni pute, ni soumise, ni vierge. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut réinventer tout ça. Il faut le suggérer aux dames qui sont concernées. Ça y est, c'est fait, c'est suggéré. Alors pour revenir aussi au socialisme, c'est intéressant, je pensais aussi à Émile Masson, qui a été un précurseur aussi pour les idées féministes. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Oui, il faut lire le livre d'Émile Masson, Les Bretons et le socialisme.
effectivement, Émile Masson a pris conscience de l'aliénation et de la colonisation du peuple breton, bafoué dans tous ses droits par la République centraliste du jacobinisme issu de la révolution bourgeoise française. Et cela après avoir vécu à Paris quelque temps. Et ensuite, il est reparti vivre à Pontivy, où il a appris le breton vantais du peuple pour diffuser ses théories socialistes dans le monde paysan. Ça l'a conduit avec Camille Le Mercier d'Herne et mon propre grand-père paternel qui est derrière moi là, a créé le Parti nationaliste breton en 1911, qui était donc un parti fédéraliste, inspiré des théories socialistes donc d'Émile Masson et sur l'anarchie et le fédéralisme de Proudhon au XIXe siècle. Alors, pour revenir justement aux idées féministes d'Émile Masson, c'est intéressant. Émile Masson a contribué à élever ses enfants, il a estimé aussi avoir des devoirs d'homme d'intérieur en étant proche de son foyer, ce qui évidemment ne correspondait pas à l'image de l'homme viril de son époque. Pour autant, il n'était pas dévirilisé puisqu'il a fait preuve de capacités chevaleresques dans son engagement politique, etc. On peut quand même penser que la virilité est quelque chose d'intérieur, une force, une polarité masculine assumée, qui finalement n'a rien à prouver à l'extérieur et qu'on peut tout à fait être un mâle guerrier chevaleresque et ne pas se sentir déshonoré en faisant des courses ou en changeant des couches. Oui. De toute façon, comme je l'ai dit, dans le polythéisme, tous les comportements sont reconnus. Il n'y a pas, comme dans le monothéisme, un modèle unique. C'est-à-dire que si un homme veut prendre part à la vie du foyer avec sa femme, comme vous venez d'en parler, bah, c'est pas un problème. Le problème vient quand ce nouveau modèle d'homme au foyer devient la référence unique, comme le voudraient les féministes maintenant. Non, le monde est divers et varié, et toute la diversité des comportements des Européens est reconnue. Mais aucune ne doit dominer sur les autres. C'est comme le modèle du chevalier et de la dame formant un couple, comme une batterie de voiture avec une polarité masculine et féminine, leur permet de créer ensemble. Parce que c'est comme une batterie de voiture, ils forment un homme. Un être. Complet, dans leur complémentarité. Et comme la batterie de voiture, ils produisent de la lumière spirituelle. D'après les anthropologues, nous descendons d'un être androgyne. La séparation des sexes s'est faite à partir d'il y a 12 millions d'années. Et depuis, les polarités cherchent à se réunir à nouveau pour reformer l'être originel. Par sa formation philosophique et son initiation, ce couple idéal gagne une certaine légitimité pour diriger la société par l'État vers son idéal historique. Cet être couple originel, une fois reconstitué, peut reformer une nouvelle autorité spirituelle dans l'État et sa fonction souveraine. Pour les hommes, l'idéal, c'était de trouver leur dame, et les dames devaient trouver leur chevalier pour former un couple spirituel, de manière à avancer dans la société. Ce qui n'empêchait pas, avant
cette société depuis 3 siècles, cette société occidentale fondée sur les droits de l'homme avec un grand H, de l'homme unique, euh, de comporter dans la société indo-européenne une diversité de comportements. C'est-à-dire que on ne considérait pas qu'il y avait un homme ou une femme, il y avait des hommes et des femmes différentes. Chacun ayant son parcours, son niveau de conscience, son chemin d'évolution. Oui, et toutes ces différences étant représentées par des dieux différents. Hein, c'est ce qu'on appelle le polythéisme, hein, qui implique la polyvalence et la polyfonction, etc. C'est-à-dire qu'on peut changer de comportement en évoluant dans sa propre vie. Rien n'est fixé. La vie, cette vie de couple n'empêche pas, ces liaisons n'empêchent pas les aventures et le plaisir, loisir de certains en dehors de ce genre de vie idéale et spirituelle. Ça peut être aussi des relations superficielles des uns et des autres. Il ne faut pas que un principe l'emporte sur les autres pour devenir le modèle unique. Alors, malgré tout, est-ce qu'à travers toutes ces différences de comportement, on n'est pas tenté quand même d'avoir un idéal transcendant avec une hiérarchie dans les comportements, quand même. C'est-à-dire, finalement, relier les différences par le haut, en étant bien conscient qu'on n'est pas dans le même niveau de conscience quand on va avec sa compagne dans un club échangiste, et puis quand on choisit de se marier à l'église. Là, on est quand même sur des niveaux de conscience différents, des niveaux d'engagement différents. Est-ce qu'on peut parler quand même d'une hiérarchie dans ce cas-là? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il faut tout pour faire un monde. Et il faut même des féministes dans une société, et des anarchistes et des communistes. L'essentiel, c'est qu'ils ne soient pas dominants et qu'ils ne prennent pas le pouvoir qui deviendrait totalitaire. C'est-à-dire que... Mais, effectivement, l'idéal à atteindre, ce que j'appelle moi l'extrême centre, c'est-à-dire le sommet de la pyramide, le centre étant le milieu de la base carrée, c'est l'idéal de hiérarchiser, c'est-à-dire l'état d'esprit qui donne l'esprit de l'État. L'État devant servir d'intermédiaire entre la vie profane sur Terre et la vie spirituelle céleste. Parce que finalement, la tradition indo-européenne propose quand même une exigence, c'est-à-dire qu'elle ne part pas du principe que tout se vaut et que tous les comportements se valent. Il y a quand même une demande exigeante d'évolution qui concerne chacun. Oui, ça c'est la formation de chacun et de chacune vers l'initiation, qui dans la tradition permet de devenir un héros ou une héroïne, qui permet aussi éventuellement de ne pas être réincarné, à partir du moment où on a perfectionné suffisamment son âme et sa conscience pour pouvoir rester survivre dans le monde cosmique, c'est-à-dire dans l'ordre et la beauté. Cosmique est dans l'ordre qu'on dit cosmétique, c'est-à-dire qui rend esthétique. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Écrivait Baudelaire dans une invitation à l'âme sœur pour un voyage initiatique dans l'harmonie du cosmos. Le poète est semblable au philosophe stoïcien qui s'émerveille et reconnaît dans l'univers cette danse organique, intelligente des polarités, ce ballet cosmique où chaque élément trouve sa juste place. Ayons une pensée aujourd'hui pour l'astrophysicien de génie Stephen Hawking, qui vient de nous quitter et qui, lui aussi, fut un amoureux du cosmos et nous l'a dévoilé dans toute sa beauté et son mystère. La contemplation du cosmos et son étude
a toujours enseigné sur cette complémentarité magnifique des polarités féminines et masculines à travers les différents dieux et déesses, leurs aventures amoureuses et combinatoires. Les anciennes civilisations l'ont exprimé à travers leurs mythes. Les femmes sont filles de déesses, comme l'écrit la philosophe Laura Winkler. Ainsi, Aphrodite, Héra, Athéna, leurs époux, leurs amants, leur célibat, les facettes de ce cosmos qui crée à travers l'expression intelligente des polarités en mouvement et en amour,